C'est parti pour le grand débrief de l'actu tech. Il est 10h45, on est en direct sur la chaîne Bismart et aujourd'hui autour de la table pour commenter ces actualités qui nous ont fait réagir. J'ai le plaisir de recevoir Théma Saman. Bonjour, Bonjour. très heureuse de vous recevoir, avocate au barreau de Paris et de Bruxelles, un spécialiste en affaires publiques et réglementation européenne. Et puis avec nous également Christophe Aulnet. Bonjour Bonjour Christophe, Delphine. senior advisor du fonds d'investissement 72, ancien PDG de Microsoft France. Et puis Pascal Malotti. Bonjour Bonjour Delphine. Pascal, directeur de la stratégie de l'agence marketing digital Valtech. Voilà, que des spécialistes en innovation, mais chacun dans sa spécialité. On va confronter nos points de vue sur l'impact de l'IA sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'on a découvert des chiffres récemment assez affolants. 16% des emplois seraient en danger en France avec le décollage de l'IA. C'est ce qu'avance une étude de COFAS et l'Observatoire des emplois menacés et émergents. Voilà, moi, beaucoup de choses m'ont fait réagir. J'attends également vos impressions sur ce sujet. On va aussi faire notre petite revue de presse qui est maintenant un rendez-vous habituel de Smartech. Et puis on sortira nos cartons rouges, nos cartons verts pour dire ce qu'on pense de ce qui se dit en ce moment. Mais je vous propose qu'on démarre avec la 5G privée et l'industrie face à ces enjeux de transformation. Et pour lancer cette discussion, on est connecté avec Kevin Polizzi. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Kevin qui a un magnifique ciel bleu derrière lui, quelle chance. Le PDG d'Unitel Group qui est installé à Marseille, donc opérateur et intégrateur de solutions télécom dédiées aux entreprises et aux acteurs publics. Vous organisez demain avec l'Alliance 5G industrielle, un événement sur le thème de la valeur que peut apporter la 5G au secteur de l'énergie en particulier. Alors, on parle de 5G privé, donc ça veut dire des 5G, en fait, des réseaux qui ne sont pas publics, qui sont fermés, dans des environnements donc très sécurisés, qui intéressent l'industrie pour toutes leurs activités, leur numérisation. Mais je dis qui intéressent, je ne sais pas, parce que finalement, on attend toujours quand même le décollage. Je ne sais pas si vous étiez, comme moi, au Mobile World Congress, Kevin, cette année. C'était pas du tout la star, c'était pas le sujet que les opérateurs et pourtant tous les spécialistes mettaient en avant cette année. On a l'impression, voilà, qu'il y a un retard à l'allumage, voire même peut-être un peu un abandon d'espoir autour de cette 5G privée. Quelle est votre impression? Alors vous avez tout à fait raison, les opérateurs n'en parlent pas pour la simple et bonne raison, c'est que les opérateurs sont concentrés sur le marché grand public. Et là, on est spécifiquement dans le monde du B2B, dans le monde des collectivités, dans le monde de l'entreprise, sur des réseaux qui sont privatifs, qui ne fonctionnent plus sous forme d'abonnement, donc qui ne rentrent plus dans le business model traditionnel de l'opérateur, qui vend ses cartes SIM, ses services, et un réel retard qui a été accumulé en Europe par rapport à ce qu'on trouve en Asie ou aux États-Unis. Et cette 5G privée, elle a démarré dès 2020 dans les usines d'Alcatel Submarine Network qui avaient besoin d'accélérer leur productivité. Les GAFAM commandent plus de câbles sous-marins. Il fallait produire plus de kilomètres de câbles avec les mêmes équipes, les mêmes moyens. Et puis aujourd'hui, c'est les collectivités qui s'en emparent. La vidéoprotection, c'est un sujet de déploiement massif qui coûte très cher. Avec la 5G privée, on a réussi à diviser par 7 le prix de raccordement d'une caméra. On commence à avoir tout un tas de nouveaux usages qui émergent sur les communications critiques, sur l'intelligence artificielle qui se nourrit de données. Et donc, cette 5G privée, elle a 3 grandes caractéristiques. Elle est mobile, c'est de la 5G. Elle est à haut débit, c'est de la 5G. Et elle est ultra cybersécurisée puisqu'elle embarque nativement 3 niveaux de chiffrement. Et ça vient totalement résoudre une partie de l'équation. J'ai besoin d'un réseau télécom peu coûteux, très flexible, à très haut débit. Et puis, je vais venir nourrir mon IA et mes process. Ça s'appelle la digitalisation. Oui, c'est ça. Mais alors, moi, j'avais reçu Philippe Herbert sur la mission 5G industrielle. Ça fait quand même 5 ans que cette mission est lancée et que ces réseaux sont ouverts et disponibles. Et là, je regardais les derniers chiffres. Là, seulement une douzaine de réseaux déployés aujourd'hui en France. Si c'était des chiffres de fin 2025 de l'Alliance 5G industrielle d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous faites un focus en particulier sur l'énergie? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut transformer? Et comment vous allez convaincre les industriels vraiment de s'y mettre? Il y a vraiment 2 idées. Petit 1, on est dans des réseaux 5G privés sur des bandes de fréquences dédiées. À ce titre, l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, n'a libéralisé ces fréquences qu'en fin d'année 2025, ce qui explique
le faible nombre de réseaux Mm. déployés et qui aujourd'hui va connaître sur l'année 2026 une accélération importante. Lorsque Philippe Herbert a été mandaté par la DGE pour faire un état des lieux de la 5G, euh, il a réuni des industriels et on s'est très vite aperçu que les industriels parlent fonctionnel, ils ne parlent pas informatique, ils ne parlent pas IT, Oui. ils ne parlent pas quincaillerie. Et donc, on est obligé d'épouser ensemble la révolution des usages, de leur expliquer quels sont les ROI, les retours sur investissement sur des enjeux présents, leur expliquer qu'il y a une nouvelle génération de salariés qui sont digital natives et qui s'attendent à avoir un smartphone, des réseaux, de la numérisation. Et là-dessus, la France n'est malheureusement pas très en avance. Et donc, avec l'Alliance 5G industrielle, on réunit régulièrement 4 coins de la France des industriels pour leur montrer les technologies, mais avant toute chose, leur expliquer comment ça se déploie, comment ça s'exploite, quels sont les bénéfices et comment finalement on a capacité à améliorer sa compétitivité en déployant des outils. C'est un premier pas vers la modernité et c'est un prérequis nécessaire vers l'IA. Qui veut réagir en plateau sur cette 5G privée, industrielle, qui tarde à décoller là, comme ça C'est en vrai, France, mais qui est pourtant plein d'arguments. quand on parle de la 5G, on pense grand public, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on pense au bobo parisien qui est en train de regarder sa série en format 4K dans le métro, alors que là, je me rends compte que finalement, la révolution, c'est dans les postes électriques et dans les parcs éoliens. Donc c'est bien, ce qui veut dire que le réseau électrique, c'est vrai, ne peut pas fonctionner avec de la fibre s'il n'y a pas de fibre disponible et que la 5G devient le lien absolument indispensable. Et finalement, c'est une chose très pertinente. Ça veut dire aussi que... Après, la création de réseaux 5G privés, c'est vraiment au niveau des usines. Voilà, ça permet en fait de créer une 5G qui est complètement étanche à tous les réseaux extérieurs. Et c'est vraiment un sujet de transformation Complètement. digitale. Je comprends, c'est un réseau décentralisé, C'est ça. intermittent, On avec crée des un millions cœur de de points de réseau. production. On Complètement. crée un cœur de réseau dédié. Théma. Dans la période actuelle, et vu la situation de l'Europe aujourd'hui, c'est plutôt bien deux choses que je retiens. Ouais. D'abord, c'est toujours bien qu'il y ait des gens qui viennent expliquer la technologie, comment ça fonctionne, comment on l'utilise, et de partir d'ailleurs des usages. Moi, je me souviens, lorsque nous étions ensemble chez Microsoft, notre grand Craig Mundie qui disait « Mais vous allez arrêter de parler de logiciels et parler d'énergie, d'éducation, de télécom, parce que ça, les gens comprennent. » Donc, c'est toujours bien d'avoir cette partie très éducative. Ouais. La deuxième chose, c'est que comme on a pris beaucoup de retard sur les infras des technologies qui aujourd'hui vont développer l'IA, on va vivre avec ce retard, et la manière sans doute de reconquérir un peu notre chemin de souveraineté, c'est que tous les acteurs aient du choix sur les technologies et qu'ils puissent changer ou qu'ils puissent avoir un élément de négociation pour dire j'ai pas forcément besoin de vous parce que j'ai d'autres outils qui peuvent être utiles. Et moi j'ai toujours dit que c'est plus facile de se marier quand on sait qu'on peut divorcer. Christophe. C'est vive l'interopérabilité. Nous trois sont dire la même chose. Oui, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que pour avoir joué un peu avec ces réseaux privés, il y a un vrai potentiel. Mais c'est vrai qu'aussi ça challenge un peu le modèle traditionnel des opérateurs. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a une infrastructure aussi de... Bon, c'est très bien ce que expliquait Kevin, à savoir d'avoir des personnes qui font le pont entre entre la technologie et l'usage, mais je crois qu'il nous faut aussi qu'un certain nombre d'acteurs qui déploient des infrastructures se forment à ces outils-là et qu'il y ait une disponibilité de compétences et d'expertise sur le marché pour bénéficier de ça, parce qu'il y a un verrou qui a été débloqué avec les fréquences. C'est important, puisqu'en fait, il fallait quand même que le régulateur donne l'autorisation de pouvoir utiliser ces fréquences pour les isoler du reste et qu'elles demeurent vraiment privées. Mais il faut qu'on ait aussi un mini-écosystème. Alors, il y a 12 réseaux privés aujourd'hui, c'est peut-être pas assez alléchant, mais il peut y en avoir des centaines. Et c'est aussi une façon de garder aussi une certaine forme de souveraineté sur des infrastructures connectées, des infrastructures sensibles. Et donc, je pense qu'il y a, de ce point de vue, faire un événement et un peu de bruit autour peut aussi attirer des personnes qui se disent qu'il y a une opportunité business vis-à-vis des industriels. C'est vrai qu'il y avait le verrou réglementaire. Ça n'a pas empêché quand même des expérimentations de se lancer. Il y a le verrou des compétences, ça c'est sûr, c'est un grand sujet. Et puis il y a le verrou du coût, j'imagine, non, quand même, Kevin?
Oui, le coût il est relativement faible par rapport au ROI. Hein. Quand vous prenez une collectivité de taille intermédiaire qui paye entre 15 et 20 000 euros le déploiement d'une caméra, lorsqu'on lui explique que le coût tombe à 10 ou 12 000 euros, au bout de 15-20 caméras, le réseau est payé, amorti et va pouvoir héberger de nouveaux usages. Si on prend spécifiquement l'événement de demain qui focus sur l'énergie, il y a des opérations au Moyen-Orient, il y a des usines qui sont détruites. On va avoir un impact majeur sur le prix du kilowattheure, du mégawattheure. On a des enjeux de décarbonation qui sont, entre guillemets, un petit peu mis en suspens ou qui sont repassés sous le radar, mais il ne faut pas les oublier parce qu'à la fin de la décennie, une taxe carbone va forcément émerger. Et donc aujourd'hui, digitaliser les flux énergétiques, c'est avoir la garantie de ROI très important. Et à ce titre, le coût du réseau, le coût de la technologie est sincèrement marginal. Bon, eh ben, écoutez, on vous souhaite un bon événement, de réussir à convaincre tous ceux que vous avez invités. Kevin Polizzi, je rappelle que vous êtes le président d'Unitel Group. Voilà, enfin, en vrai, c'est le sujet de la révolution industrielle en France, quoi, et du retard qu'on a pris déjà. Je vous propose qu'on enchaîne sur notre autre sujet, c'est l'impact de l'IA sur l'emploi. On nous dit, et je voulais avoir votre avis, ce que vous pensez de ces prévisions réalisées par deux économistes issus de l'Observatoire des marchés émergents et de la compagnie d'assurance Coface, qui nous dit que l'IA dite agentique met en danger 16,3% des emplois privés et publics en France. Ça fait 5 millions d'emplois en France menacés d'ici à la fin de la décennie, avec un focus particulier en plus sur les métiers à forte valeur cognitive, nous dit cette étude. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui veut commencer? Pascal. 5 millions d'emplois menacés, déjà, c'est pas 5 millions d'emplois supprimés. Donc, je vais essayer de rester positif. Ok, Voilà. c'est vrai. Pour l'instant, ce qu'il y a de certain, c'est que l'IA détruit des tâches, détruit pas encore des métiers. Mais c'est vrai que quand on lit l'étude, ça fait sensation de se dire que, à court terme, le plombier est plus protégé que le juriste fiscaliste. Voilà. Donc, et ça demande aussi évidemment de repenser ce qu'on raconte depuis 30 ans à nos enfants, c'est-à-dire à nos chères têtes blondes qu'il faut faire des études de longue durée pour essayer de s'en sortir, ou bien ce qu'on racontait sur les 10 dernières années, que mon cher enfant, être développeur, c'est le métier d'avenir, et on se rend compte qu'en réalité, Ça oui, ça bouge vite. c'est fini, et tous les 6 mois, il va falloir revoir sa grille, et c'est aussi un changement de paradigme par rapport à la révolution industrielle, parce que la révolution industrielle, c'est la fin des métiers manuels, au profit des métiers à forte valeur cognitive. Et là, on se rend compte que pour l'instant, c'est les métiers à col blanc qui sont potentiellement menacés. J'ajouterai un dernier élément. Je ne sais pas si c'est Alors, un entre risque... menacés et supprimés, en fait, ils ont fixé à 30%. Ils estiment que dès 30% des tâches d'un métier qui peuvent être automatisées par une IA, alors ça veut dire que ce métier est en danger. Bon. Ouais. Christophe? Non, je t'en prie, vas-y. Non, tes mains. Alors, je pense qu'il ne faut pas raisonner mécaniquement. Vous êtes directement concerné, vous savez. Bah oui. Il y a écrit, mais alors, ça fait 10 ans qu'on me dit ça. Alors attendez, non, mais c'est écrit. L'avocat était protégé jusqu'ici par son savoir, mais à l'avenir, cela ne sera probablement plus le cas. Alors, je pense que l'avocat va devoir réfléchir différemment à sa manière de fonctionner. Moi, je suis avocate, mais j'ai travaillé 10 ans pour Microsoft. Donc, je ne suis pas une digital native, mais quand même, j'ai compris l'intérêt des outils de productivité de la tech. Et je me souviens quand, dans mon cabinet, on défendait une grande entreprise de VTC, les chauffeurs de taxi me disaient « Mais vous aussi, vous allez disparaître ?» Je me dis « Non, moi, je ne vais pas disparaître. » Parce qu'en fait, la technologie va juste me permettre d'aller plus vite et de me rendre plus intelligente. Et du coup, alors j'ai un de mes amis patron d'une boîte dans le spatial qui me disait « C'est la fin des métiers assis et c'est le nouveau règne des métiers debout. » Ceux qui sont devant leur ordinateur et qui tapent, ils peuvent très bien être modifiés, mais on ne va pas vous remplacer par un robot. Dans ma négociation, dans la subtilité de l'effet cognitif, de la conviction que peut avoir un avocat, le robot, ça ne va pas fonctionner. L'argument, il est pas aussi important que le ton, la confiance, la relation qui a pu être mise. Premier élément. Deuxième élément, moi j'adore en fait. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite et d'approfondir mes sujets. Et d'ailleurs, entre les métiers, en fait, et je dis à mon associée qui elle est plus réticente, elle a changé, elle était beaucoup plus réticente, en disant mais quand même, il peut pas penser comme moi. J'ai dit écoute, si tu t'y mets pas, tu vas juste être moins rapide qu'un certain nombre de tes collègues. Et me dit-elle, oui, mais j'en ai ras-le-bol de passer du temps
à des clients qui m'envoient la note ChatGPT. Oui. Alors, il paraît que ça, c'est devenu fréquent dans les cabinets d'avocats. Tu factures la note, la correction des bêtises qu'on t'a pu te dire, parce qu'au cas particulier et dans ton accumulation d'expérience, on n'est pas du tout dans la disparition. Oui. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas très bon pour l'instant le résultat produit, mais on peut imaginer que ça s'améliore. Oui, mais moi, ce que je dis, donc moi, mon point de vue, c'est de dire, ça va pas supprimer, on va être augmenté, on va avoir des gains de productivité. Le sujet n'est pas mécanique, il y aura des métiers qui auront disparu, on n'a plus de cochers. Les cochers ont disparu, mais c'est pas très grave en fait. Mais d'autres métiers émergeront qui seront liés à ces gains de productivité. D'ailleurs, je renvoie... Moi, de toute façon, sur la question des métiers manuels, j'ai quand même un gros doute, parce que un des business importants de l'IA, c'est la robotique. C'est l'IA physique. Et la robotique, c'est les métiers manuels. Donc, oui, mais enfin, c'est pas non plus le plombier devant vos toilettes. Donc, non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a un métier aujourd'hui manuel ou à faible valeur cognitive qu'on n'est pas menacé par les IA. Et je voudrais juste terminer par dire que les chiffres montrent, là, je ne sais pas si vous avez vu le point de vue de Philippe Aghion, qui est quand même prix Nobel, qui dit en fait, dans le passé, la technologie a créé des gains de productivité qui ont permis d'en faire autre chose. Les codeurs-développeurs sont en difficulté, c'est sûr. Et puis, il ne faut pas confondre aussi avec les annonces des grandes boîtes de la tech de leur nombre de licenciements parce qu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir développer l'IA ou qu'ils s'adressent au marché. Et la réalité dans les entreprises, où par exemple sur le machine learning, les boîtes qui l'ont utilisé ont embauché. Elles ont augmenté leur productivité, augmenté leur activité et donc augmenté leurs besoins dans toute une autre série de domaines. Donc, on ne sait pas. Alors, mais il faut pas s'affoler, il faut plutôt embrasser et utiliser. Ça fait un point de vue différent, Christophe. Oui, enfin moi ce que je sens aujourd'hui c'est assez anxiogène parce que tout le monde a pu voir avec ChatGPT est à la fois fasciné et puis enfin se questionner et puis tout ça est alimenté aussi par le AI washing qu'on voit dans un certain nombre d'entreprises qui justifient des plans de licenciement par l'IA et tout ça envoie, comme le disait Théma, un message négatif. Bon, ceci étant, c'est très transformatif, l'IA générative, c'est évident. Ce qu'on a vu dans l'histoire de la technologie, c'est que ça prend toujours un peu plus de temps à se mettre en œuvre. Et qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui vont être menacés, ça c'est certain, mais globalement, c'est plus, comme tu le disais, des tâches qui vont être... Donc la question, c'est de savoir, quand un certain nombre de pourcentages de tâches sont automatisées... Alors là, vous êtes d'accord avec les 30%, par exemple, Christophe, quand il y a 30%? Je ne sais pas si le métier est menacé, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une vision un peu plus holistique des choses. Oui. C'est-à-dire que, et je trouve que ça manque beaucoup, c'est-à-dire se dire, moi, si on me dit demain, dans l'éducation nationale ou dans les hôpitaux, on peut éliminer tout un ensemble de jobs de bureau qui seront plus nécessaires avec l'IA et réallouer plus d'infirmiers, plus de profs, voire plus de managers de terrain dans les entreprises, plus de personnes au plus proche des clients. Je pense qu'à coût équivalent, on peut avoir des entreprises beaucoup plus efficaces. Donc, je trouve que ce qui manque beaucoup dans le débat aujourd'hui, c'est une prise en compte un peu plus, de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et l'autre élément, c'est que, évidemment, il y a une incertitude. Est-ce que ça va être une job-apocalypse ou est-ce qu'on va aller vers une augmentation? On ne sait pas. Mais la seule réponse qu'on peut donner, ce que dit Théma, c'est formez-vous. Parce que de toute façon, demain, vous serez beaucoup plus compétitif sur le marché du travail en étant un étudiant augmenté, un stagiaire augmenté, un salarié augmenté ou un senior augmenté que si vous êtes rétif et que vous avez une attitude de réticence par rapport à ces outils-là. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a un ton très apocalyptique quand même sur cette étude et les études en particulier menées sur l'IA et le marché de l'emploi. Moi, je trouve en désaccord sur la question des métiers à forte valeur cognitive qui seraient les plus menacés. Parce que c'est quand même ces métiers-là aujourd'hui qui créent les IA et qui vont les faire évoluer pour les rendre meilleurs. Et puis ça voudrait dire qu'on deviendrait tous, si on lit l'étude comme ça, on se dit on va tous devenir des ouvriers de l'IA. On va tous devenir en fait au service de l'IA. Et ça, pour moi, c'est une vision un peu de collapsologue. Voilà. Surtout, c'est pas en ligne droite. Je voudrais résumer avec nos cartons. Est-ce que vous êtes d'accord, oui, carton vert, avec cette étude qui annonce l'hécatombe sur le marché de l'emploi? Ou non, carton rouge, vous n'êtes pas d'accord avec la conclusion, on va dire, de cette étude?
Moi, je. Alors attendez, Théma, je comprends pas ce carton. Ah ben voilà, parce que j'allais dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je regardais la couleur. Je vais trouver de couleur. D'accord. Et de tes mains, je me méfiais. Et on a encore Pascal qui doute. Mais en fait, on ne sait pas. Hein. Qui doute. On sait pas. On Mais on sait veut pas. être positif. Bon, Mais ok. et en fait, ça sera ce qu'on en fera. En On fait, a envie. Voilà. en fait, ce sera ce qu'on en fera. Donc, c'est pas écrit. Très juste. Exactement. C'est pour ça qu'on a besoin de garder nos cerveaux actifs. Une chose Exactement. positive, si on est tous réduits à devoir rien faire de nos journées, on va créer plein de nouveaux business parce qu'on Exactement. on va inventer des nouveaux besoins. Exactement. Eh ben, tout à fait. Et on inventera autre chose que l'IA, Tout à fait. la future révolution. Donc ça maintiendra le règne de Schumpeter. Voilà. Bon, alors, revue de presse. On commence avec Libération. Libération qui titre Chine, la justice française balaye les demandes de l'État. La marketplace ne sera pas suspendue. Donc, en fait, c'est la suite et fin, on va dire, de l'histoire de la vente des poupées sexuelles qui ressemblaient fortement à des petites filles, de vente d'armes, de vente de médicaments, enfin, d'où des produits illégaux sur la marketplace de Chine. L'État demandait sa suspension et donc la justice dit non, c'est une demande tout à fait disproportionnée. Donc, vous dites oui, la solution c'était l'interdiction et c'est bien dommage cette décision, ou non, de toute façon l'interdiction ça n'avait pas lieu et place dans cette affaire. Non, c'est quoi? C'est le Le rouge? rouge ou le vert? Oui, non, c'est rouge. Rouge, Ah, c'est Théma, très je vois pas. ennuyeux. Ok, on est tous d'accord. Donc pourquoi? Un petit argument chacun. C'est une réponse émotionnelle à un sujet de fond. Ouais. C'est-à-dire que interdire Chine, c'est comme essayer d'arrêter l'océan avec un dé à coudre. Donc la digue, en fait, elle doit être réglementaire, c'est la DSA, c'est les droits de douane, c'est la responsabilité de ces plateformes, parce que c'est ça le problème, en fait, ces plateformes ne sont pas contrôlées. Exactement. Donc on ne sait pas ce que... Et eux-mêmes ne le savent pas d'ailleurs, ou ils affirment ne pas le savoir, peut-être qu'ils ne mettent pas assez de moyens, mais bon. Ce que les vendeurs tierces peuvent refourguer comme produit sur ce type de plateforme. Donc, Alors, oui, enfin, après, ils ne veulent pas savoir forcément parce qu'ils ont les moyens quand même. Justement, aujourd'hui, ils sont équipés d'intelligence artificielle, par exemple. Pascal. oui, mais ça répond pas à tous les besoins non plus. Bon, là où c'est hypocrite de la part de la justice, dire que fermer Chine, c'est disproportionné, on dirait du baladurisme ou du balamou. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de cadre légal et c'est ça qui est disproportionné finalement. Ouais. Une Je ne réaction. suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas un cadre légal. Il y a un cadre légal qui vient d'être exercé là. En fait, ce que dit la justice, c'est il y a d'abord, je rappelle que le DSA, donc l'acte pour les services numériques, est rentré en application, qu'il est rentré en application en 2024 ou 2023 si je ne m'abuse, et qui commence à fonctionner. Chine est une très grande plateforme soumise à un certain nombre de règles qui plus fortes que pour les plus petites plateformes, et que par ailleurs, ils ont respecté la règle sur un modèle économique sur lequel il faut revenir. La plateforme, c'est l'endroit où toute une série de gens peuvent exercer Alors, la marketplace, oui, la place de marché. La place de marché. C'est divers commerçants. Exactement. Ils ont plusieurs obligations. Un, des sujets sur leur algorithme, c'est-à-dire que si l'algorithme ne dysfonctionne par rapport à des objectifs d'ordre public ou de légal, ils sont responsables. Donc, je rappelle, ne pas respecter l'acte pour le service numérique, ça peut aller jusqu'à 6% de votre chiffre d'affaires mondial. Donc, personne ne rigole avec ça. Qu'est-ce qu'a fait Chine, d'ailleurs? C'est quoi leur obligation? Ils ont supprimé les... C'est quoi leur obligation? Leur obligation, c'est quand on leur signale qu'il y a un problème, qu'ils enlèvent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on leur a signalé, ils ont enlevé. Ensuite, on pourrait penser qu'ils aient des éléments de modération qui leur permettent de voir plus vite. C'est en train de se mettre en place et c'est là-dessus qu'il faut qu'ils soient sanctionnés. Maître Donc, en Saman, fait, est-ce qu'on peut avoir un résumé parce que le temps file? oui, bien sûr. Grosso modo, on a déjà... Oui, mon désaccord est sur le fait qu'on a une régulation en place qui commence à fonctionner, que dans des états de droit, on ne peut pas décréter, il faut parfois donner du temps au temps, qu'on a ce qu'il nous faut en matière réglementaire. Et là où je suis aussi d'accord avec vous, on ne va pas traiter la disproportion et le retard européen par rapport à la production chinoise en interdiction, parce que l'interdiction est toujours plus facile. L'interdiction, c'est trop facile.
à dire, en tout cas. J'ai Christophe. pas d'éléments très complémentaires à donner sur le sujet, je suis assez d'accord. Allez, on passe à Numérama qui titre « Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli ». Le FSD, donc le Full Self Drive de Tesla, devrait arriver en avril, au mois d'avril, en Europe. Voilà, c'est en fait c'est le régulateur néerlandais qui a les cartes en main. Donc, vous êtes pour ou contre l'arrivée de la conduite autonome totale Tesla? Telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est encadrée. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une certaine forme de paradoxe. Puisque celui qui est censé être surveillé, le surveilleur devient surveillé, parce qu'il est censé superviser le FSD, mais constamment on lui rappelle que son regard a décalé sur son téléphone ou qu'il faut qu'il mette les mains sur les volants. Ah oui, un certain nombre d'utilisateurs disent d'ailleurs que c'est assez épuisant de conduire une Tesla dans ce mode-là. Donc, tant que ça restera comme ça, en fait, c'est quasiment aussi sécurisé, si ce n'est plus que la conduite normale. Les questions demeurent sur effectivement le fait d'aller vers une autonomie totale, sur les problématiques de responsabilisation, et tout ça, il faudra bien l'adresser à un moment donné. Mais cette première étape me paraît très positive. Bon. Oui, pour l'évolution de la réglementation, parce qu'on ne peut pas rester à la traîne éternellement sur la conduite autonome en Europe, derrière la Chine, les États-Unis. On parle en permanence sur ce plateau de l'absence d'avant-gardisme et de notre souveraineté, et on ne fait rien pour changer la réglementation. Non pour le produit, parce que le produit FSD, c'est niveau 2, je rappelle, donc c'est de la supervision obligatoire, ce qui veut dire que Mercedes a des produits niveau 3 depuis 3 ans. Oui. Donc c'est le Godot de la conduite autonome, Musk. Le problème, c'est pas le produit d'ailleurs, c'est lui-même. Donc, c'est une absence de direction et un problème de réputation chez Tesla. Donc, oui, il faut que ça arrive, tant mieux. Peut-être que ça va obliger les autres pays à accepter la conduite autonome. J'ai vu que la France avait une position très, on va dire, courageuse, qui est de dire si les autres pays l'adoptent ou l'Union européenne l'adopte, on l'adoptera, comme souvent. Mais donc, oui, on a vu avec les robotaxis pour les JO, on pensait qu'on allait avoir l'expérimentation. Toujours pas. Ah non, toujours pas. Allez, on passe à la Croix qui nous rappelle que X a fêté ses 20 ans. Et oui, ça y est, retour sur 10 tweets qui ont marqué l'histoire. C'est comme ça que la Croix a voulu célébrer ce moment. Moi, je voulais vous demander si c'était un réseau social qui continue de compter aujourd'hui. Oui, ça continue d'être important Twitter. Non. Alors Pascal, on donne la parole à Pascal encore une fois. Et après, à Théma, et ce sera fini. Non, mais Twitter, c'est la plus grosse destruction de valeur économique dans l'histoire du digital. Est-ce que vous avez quitté X? Mais je ne suis... je suis toujours... J'ai un profil sur X, mais je n'ouvre pas X. Ouais. Donc... L'oiseau bleu est mort. Si on veut être au courant, vous êtes d'accord, il faut quand même aller voir ce qui se passe. Oui, alors voilà, si on répond à la question, pour qui ça compte? Ça compte pour les journalistes. Oui, non, mais d'accord, mais quand on a un modèle économique de PME régionale, ça pose un problème. Ça compte pour les journalistes, ça compte pour les politiques, parce que Blue Sky, parce que Mastodon, parce que Thread ne répondent pas à la demande. Mais les annonceurs, le tech stack aujourd'hui, il est absolument pas assez pointu pour faire du targeting comme sur Meta. Et alors... La vérité factuelle, on oublie. Allez, merci beaucoup à tous les trois. Théma Seman de votre cabinet, avocate au barreau de Paris et Bruxelles. Christophe Holnet, senior advisor de Seven2 et Pascal Malotti, directeur de la stratégie chez Valtech. Merci à vous de nous suivre. Et puis, joyeux anniversaire à Émilie Roche, qui est la programmatrice de cette émission. Bon anniversaire, Émilie.